Je suis Joanne Palu, je suis neurochirurgien, donc c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous dans une assemblée de psychiatres. Je suis pas comme un éléphant dans un jeu de quilles, mais si je reprends une blague de nos illustres aînés qui disait que les neurologues sont les propriétaires du cerveau, les psychiatres en seraient les locataires, et ben moi je me sens un petit peu comme un plombier dans une assemblée de colocataires finalement. Mais c'est tout de même très plaisant pour introduire un sujet qui est celui de la neuromodulation de pathologie psychiatrique. Et c'est un sujet où il y a toujours eu des liens, au départ un peu difficiles, entre psychiatrie et neurochirurgie, parce qu'avant on était contraint de faire des lésions. C'est la psychochirurgie terrible qu'on peut le voir. Aujourd'hui, on fait de la neuromodulation, c'est-à-dire qu'on va, en appliquant une activité électrique, moduler une fonction cérébrale pour rétablir un fonctionnement plus physiologique, de façon réversible, sans aucune lésion. Et ça, c'est les développements techniques et de nos connaissances qui permettent de le faire. Donc, le professeur Philippe Domenech, que vous connaissez, l'Institut de neuromodulation, va parler d'un exemple de neuromodulation pour traiter les troubles de l'humeur. Cet exemple, c'est de la stimulation du nerf vague pour les troubles de l'humeur que je qualifierais de pharmacorésistants. Donc, je me tais, et puis bravo d'avance, et puis merci. Merci Joanne pour cette introduction. Donc effectivement, donc le titre de la conférence est Traitement par neuromodulation des troubles de l'humeur. J'ai décidé de me focaliser sur la stimulation du nerf vague pour deux raisons. La première, c'est que je pense que la stimulation non invasive, vous avez l'occasion d'en entendre parler, la TMS, les ECT. On fait déjà pas mal de conférences sur ces thèmes-là, donc je vais me focaliser sur la stimulation invasive. Et dans le domaine de la stimulation neuromodulation invasive de la psychiatrie, de la dépression résistante, eh bien, donc c'est la stimulation du nerf vague qui aujourd'hui est à maturité en fait pour entrer en soins cliniques, alors que les autres techniques, stimulation cérébrale profonde et les techniques encore plus nouvelles, comme la neuromodulation réactive, les interfaces cerveau-machine, sont vraiment pour le coup là de la recherche et du développement. Et je me suis dit que c'est toujours très plaisant de parler de choses très très innovantes, mais que pour une journée aujourd'hui, c'était quand même plus sympathique de se focaliser sur ce qui était disponible pour soigner les patients, et ce qui était disponible dès maintenant. Donc là, la stimulation du nerf vague à Sainte-Anne, c'est une activité qui marche plutôt pas mal. On va voir que ce n'est pas encore remboursé par la sécurité sociale en France, ça l'est en Allemagne. On pouvait l'avoir sur l'équivalent en fait, d'une autorisation temporaire d'usage. C'est pas ça pour les neuromodulateurs parce que les ATU n'existent pas pour le matériel implantable. C'était des accords de bon usage, mais qui sont un peu la procédure équivalente. Là maintenant c'est fini parce qu'en fait depuis le début de l'année, un grand essai français qu'on co-dirige avec le professeur Vinquier a été ouvert, qui s'appelle DEP-VNS, et qui est un protocole de phase 4 médico-économique, dont l'objectif c'est de produire les données neuroéconomiques dont la HAS a besoin pour justement réévaluer l'indication et le remboursement de cette technique. Voilà, donc juste pour vous donner un petit peu le contexte et pourquoi j'ai décidé de me focaliser là-dessus. En pratique, donc la stimulation du nerf vague, c'est assez rustique, c'est un pacemaker. Donc vous voyez, il est composé d'une pile, qui est cette partie implantable, dans laquelle vous avez finalement une batterie, un petit circuit électronique, un système de télémétrie qui permet de discuter avec et de programmer en fait la stimulation grâce à une antenne. Et donc ce pacemaker, il est relié à une électrode qui est la deuxième partie que vous voyez ici, avec les petits ressorts. Donc ces petits ressorts en fait sont entourés autour du nerf vague. Donc il y a une cathode et une anode, et puis au milieu c'est juste ce qu'on appelle une encre. Ça permet de stabiliser l'électrode. Et c'est à ce niveau-là que va être appliquée la stimulation électrique. Entre les deux, bien sûr, il y a un petit fil, et tout ça en fait est implanté sous la peau. Donc c'est très superficiel. C'est une chirurgie, mais c'est ce qu'on appelle la chirurgie mini-invasive. En fait, ça se fait en ambulatoire, ce genre de choses. Alors, nous, parce que c'est des patients fragiles qui sont assez résistants, on aime bien les garder quand même une nuit pour surveillance. Mais aux États-Unis et en Allemagne, ils ne s'embêtent pas autant que nous. Les gens, ils rentrent le matin et ils rentrent le soir chez eux. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce stimulateur ? En fait, comme je vous disais, il va envoyer une stimulation électrique au nerf vague. Et donc cette stimulation électrique, ça va être ces courants carrés là qu'il envoie, dont on peut contrôler en fait la hauteur du carré, c'est-à-dire l'intensité, sa largeur, la durée d'impulsion, ou la fréquence, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ça revient. Et l'autre chose qu'on va contrôler, c'est
pourcentage de temps où le système est allumé et éteint. Parce qu'en fait, si on stimule en continu un nerf, eh bien en fait, on l'abîme au bout d'un moment, donc on ne veut surtout pas faire ça. Donc le réglage de base d'un stimulateur de nerf vague, c'est qu'il est allumé 30 secondes, puis il s'éteint pendant 5 minutes. Puis il se rallume 30 secondes, puis il se rééteint pendant 35 minutes. Et ça, non-stop, en permanence. Et donc, on en rediscutera, mais une partie des réglages, c'est assez simple, hein, les réglages avec stimulation de nerf vague, mais ça consiste, si vous voulez, à trouver les paramètres qui permettent de recruter le plus possible de fibres dans le nerf vague. Alors, sans rentrer dans le détail de ma slide ici, hein, je vous ai mis les 4 principales études publiées qui justifient l'efficacité de la stimulation de nerf vague dans la dépression. Et moi, je vais me focaliser sur la 3e, parce qu'en fait, c'est l'étude actuellement la mieux conduite qui justifie l'utilisation de la VNS. Pour être franc, si vous êtes curieux et que vous allez au travers de toutes ces études-là, vous allez voir que les résultats sont quand même assez similaires, hein, dans les études. Il n'y a pas vraiment... Autant il y a des domaines en psychiatrie où les résultats sont inconstants, là, ce n'est pas le cas. Il y a toujours à peu près les mêmes choses qui ressortent. Et donc, j'ai choisi de vous parler de l'étude de registre de 2017, publiée dans l'American Journal of Psychiatry. En fait, c'est un registre, c'est-à-dire que ce n'est pas randomisé. Mais l'avantage que ça a, c'est qu'ils ont comparé l'évolution de 500 patients souffrant de dépression résistante qui ont bénéficié de stimulation du nerf vague à l'évolution de 300 patients qui ont bénéficié d'un traitement médical optimisé. Et le suivi dure pendant 5 ans. Donc c'est très bien parce que ça permet de se donner une bonne idée de ce qui se passe avec ces patients. Et alors qu'est-ce qu'on trouve dans ces patients? On trouve les vrais patients qu'on voit au jour le jour dans les centres qui s'occupent de patients souffrant de dépression, de troubles de l'humeur résistants. Déjà, on a un tiers de patients bipolaires de type 1 et 2 dans chaque bras. Et puis on a des gens qui sont très sévères, hein. Ils ont raté il y a 8 traitements échoués en moyenne pour l'épisode en cours. Ils ont plus ou moins tous fait des tentatives de suicide. Ils ont des durées d'évolution qui dépassent la quinzaine d'années. Donc en fait, des choses qui sont assez banales dans les consultations de troubles de l'humeur résistants. Le point important sur lequel j'insiste, il y a 2 points. Le premier, c'est, vous avez bien entendu, donc c'est bien un mix de 1 tiers de patients bipolaires et de 2 tiers de patients unipolaires. Jusqu'à ces études-là, ils n'étaient pas séparés, parce on verra qu'ils ont des évolutions similaires, en fait. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont quand même vraiment sévères. Regardez, ils sont à 57% d'antécédents de sismothérapie pour le bras VNS et 40%. Donc c'est vraiment les vrais qu'on a. Alors, maintenant, si on regarde l'efficacité, qu'est-ce qu'on observe? Sur 5 ans, hein, l'AXIX, ça représente 5 ans de suivi, et ce que vous avez en fait en ordonnée, c'est le pourcentage cumulé de réponses. C'est le pourcentage de gens qui ont au moins eu une réponse à un moment donné. Et les carrés noirs que vous voyez ici, ce sont ces patients si vous voulez, avec le traitement médical optimal dans des centres qui sont spécialisés en dépression. Et les carrés en fait, que vous avez qui sont en gris clair, c'est le bras en fait, où les patients ont le traitement médical optimal plus la stimulation du nerf vague. Donc ça, c'est un point important, c'est que quand on prescrit la stimulation du nerf vague, c'est pas juste la stimulation du nerf vague à la place du reste. C'est vraiment, on les traite comme d'habitude et comme on fait avec des patients très résistants avec des troubles de l'humeur. Et en plus de ça, il y a la nerf vague. Et alors, ce qu'on voit, c'est que finalement, les 2 courbes se séparent rapidement sur la première année. Elles continuent à se séparer jusqu'à la 2e année, mais plus lentement. Et après, en fait, sur les 3 années qui suivent, on voit que la séparation des 2 courbes, en fait, les 2 courbes évoluent en parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, le point important et le message important, c'est que ça agit lentement. L'essentiel des répondeurs, ils vont répondre entre 3 mois et 1 an. Mais il y a encore des répondeurs après 1 an, c'est-à-dire jusqu'à 2 ans. Et c'est-à-dire que quand on dit qu'il y a un échec de stimulation du nerf vague, c'est quand il n'y a pas de réponse à 2 ans. Donc ça, c'est un truc à avoir en tête parce que la cinétique d'évolution est très différente finalement de tous les autres traitements qu'on a. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, pour traiter les troubles d'humeur, on a des choses super rapides. La sismothérapie, l'eskétamine ou la kétamine. Maintenant, l'ITBS accéléré avec les nouveaux protocoles de TMS intensif. On a des choses qui marchent à moyen terme, comme les antidépresseurs classiques. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas tellement de traitements qui aient une efficacité comme ça à très long terme sur la dépression. Je vous épargne un petit peu ce que j'ai mis dans les colonnes, mais ce que vous voyez ici, c'est que derrière ces courbes, en fait,
il y a une supériorité globale de la simulation de nerf vague, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on a une simulation de nerf vague, on a plus de chances d'avoir une première réponse que si on ne l'a pas. Le taux de première rémission est aussi plus important, mais aussi la durée de rémission est plus importante, en moyenne. La vitesse à laquelle on obtient la première rémission ou la première réponse est plus courte. Et la distance, le temps qu'il faut pour arriver à la première rechute est plus lent. Donc en fait, ils vont globalement mieux. Ils ont plus de chances de rentrer dans une phase de réponse ou de rémission. Ces phases de réponse ou de rémission, elles sont plus longues et il faut plus de temps pour qu'ils rechutent. Donc si on met tout ça bout à bout, en fait, c'est assez intéressant parce qu'en fait, ce qu'on voit se dessiner, c'est un traitement qui est en fait pas tant un antidépresseur que ça, qu'un stabilisateur du trouble de l'humeur avec une polarité très axée sur la dépression. Et d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, ça c'était 2017, à l'époque on utilisait encore la terminologie de trouble dépressif résistant. Maintenant, dans la communauté qui s'intéresse à la simulation de nerf vague, on préfère utiliser la notion de difficult to treat depression pour insister sur le fait que ce qui nous intéressera, c'est... Bon, bien sûr, on traite des gens qui ont des épisodes de dépression qui répondent à rien pendant 5 ans, mais la stimulation de nerf vague, ça s'intéresse surtout aussi à des gens qui ont des troubles de l'humeur franchement instables, des maladies bipolaires qui, dès qu'on leur tousse dessus, retombent à fond des dépressions. Des gens qui, des maladies bipolaires qui, alors qu'on contrôle bien le versant maniaque-hypomaniaque de leur dépression, eh bien, ils évoluent de manière chronique avec des symptômes dépressifs. Des gens qui sont en cycle rapide et qui ne répondent pas malgré des triples, quadruples thérapies thymorégulatrices, voire qui ne répondent pas forcément très bien à la sismothérapie. Je voudrais juste vous montrer, ça c'est des analyses complémentaires qui sont faites dans toujours le même papier. J'ai pris tous mes exemples d'un seul papier pour simplifier les choses. Donc ça marche aussi bien avec les dépressions bipolaires et unipolaires. C'est ce qu'on voit ici. Ce que vous voyez ici, c'est les mêmes courbes que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est juste qu'ils ont séparé dans les deux groupes les unipolaires et les bipolaires. Et ce qu'on voit, c'est que la cinétique, les taux d'efficacité sont comparables. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais je n'ai pas besoin de vous apprendre à quel point c'est remarquable d'avoir un traitement antidépresseur qui marche aussi bien dans les dépressions unipolaires et bipolaires et qui est bien toléré, parce qu'en fait, ces groupes ne se différencient pas non plus en termes de tolérance. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit que et ça c'est un autre type de problème qu'on rencontre souvent en pratique quand on s'occupe de troubles de l'humeur, c'est que quand il y a des troubles anxieux comorbides sévères, c'est vrai que souvent c'est un facteur de résistance au traitement antidépresseur qu'on peut mettre en place. Et ce qu'on voit là, c'est qu'en tout cas en ce qui concerne la stimulation de nerf vague, ce n'est pas le cas. Et pour finir, alors celle-là elle est un peu plus compliquée parce que maintenant il y a 4 courbes qui se mélangent. Ce que vous avez, c'est ici avec les flèches rouges, vous avez avec les triangles noirs, ce qui se passe pour les gens qui ont un traitement médical optimisé, mais qui dans le passé ont répondu à la sismothérapie, et avec les losanges gris en haut, ce qui se passe pour les gens qui ont eu des antécédents de sismothérapie, et qui en plus ont la VNS parce qu'ils ont chuté plus tard et qu'on leur a remis un traitement en place. Donc ce qu'on voit, c'est que clairement, avoir été sensible dans le passé à de la sismothérapie, c'est un facteur de bon pronostic pour la dépression en général, et clairement, la stimulation du nerf vague améliore clairement ces patients. Et maintenant, si on regarde ceux qui ont, en sens inverse, ont eu des sismothérapies, mais n'ont pas répondu aux sismothérapies dans le passé, on voit que ceux qui sont traités médicalement, ce sont ceux qui évoluent moins bien. Mais on voit que pour ces patients, quand ils ont la stimulation du nerf vague, ils vont quand même mieux aussi. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez un antécédent de réponse à la sismothérapie, vous êtes plutôt dans un groupe à bon pronostic, quel que soit le traitement qui vous est donné. Mais si vous mettez de la stimulation du nerf vague, que vous ayez répondu ou pas, vous allez aller mieux. Donc c'est-à-dire qu'il faut y penser, en fait, on peut y penser même chez des gens qui ont résisté à la sismothérapie. La sismothérapie, c'est vraiment très intéressant pour la stimulation du nerf vague et c'est un combo qui marche vraiment très bien. Nous, depuis mon arrivée il y a 2 ans, on a maintenant un certain nombre de patients opérés purement à Sainte-Anne, qu'on a pu sevrer comme ça de sismothérapie. On a des patients comme ça qui sont rentrés chez eux après 400, 500 séances de sismothérapie. J'ai récupéré des patients du professeur Lowe qui ont été soignés grâce à ça. Alors, ils étaient bien sous ECT de maintenance, mais là, maintenant, ils n'ont plus de CT, ils vont bien aussi. Et donc, dans ce qui est publié, vous voyez, ça c'est un papier de Journal of ECT en 2021. Ils ont pris 10 patients qui étaient en ECT de maintenance
Et donc le même genre de profil, hein, des centaines de séances de sismothérapie. Et vous voyez, il y avait 6 répondeurs sur 10 à 1 an à la sismothérapie, 5 en rémission à 1 an, et il y en avait 7 sur 10 qui étaient sevrés de sismothérapie de maintenance à 1 an. Donc on parle de gens qui ont des centaines de CT en fait, de maintenance avant, et dès qu'on arrêtait, ils rechutaient. Et donc, sans surprise, il y a un intérêt particulier pour ça. Donc là, vous voyez, c'est des petites séries de patients. Dans le cadre du protocole français, on a des analyses spécifiques pour ça, donc on aura des réponses plus solides quant au potentiel réel de la VNS pour sevrer les patients en sismothérapie de maintenance, mais on voit que dans ces groupes de patients, il y a un vrai intérêt à envisager ce type de maladie. Alors, la stimulation du nerf vague, c'est quand même plutôt pas mal toléré. En tout cas, au niveau tout ce qu'on appelle événements indésirables graves, il n'y a aucun signal vraiment qui sort. C'est pas forcément la réputation que ça a, parce qu'en fait, une grande partie de la littérature sur la tolérance à la stimulation du nerf vague vient de la neurologie. La stimulation du nerf vague, c'est aussi, et c'est beaucoup prescrit pour les épilepsies qui ne répondent pas bien au traitement médicamenteux, quand la corticectomie n'est pas possible. Et c'est vrai que le problème est un peu différent quand on traite des épileptiques qui vont avoir plein de crises et où il y a une urgence à les contrôler, soit parce qu'ils se mettent en danger au quotidien à cause des crises, soit parce qu'ils se dégradent cognitivement. Eh bien, on a tendance à être plus agressif en termes de vitesse de montée d'intensité. En psychiatrie, on est plutôt plus favorisé par rapport à ça parce qu'on est dans le cadre de pathologies chroniques. C'est de toute façon pas la stimulation du nerf vague qui va résoudre l'urgence. Ce sera des ECT, ce sera de la kétamine, mais ce ne sera pas la stimulation du nerf vague. Ce qui fait qu'on peut monter beaucoup plus doucement. Et ce qui fait que la pratique des effets indésirables est très différente à l'usage en psychiatrie avec les protocoles de réglage que nous on utilise versus la neurologie. Néanmoins, je vais quand même vous donner les principaux effets indésirables qu'on rencontre. Et juste, il faudra prendre les chiffres avec des pincettes parce que c'est issu d'une méta-analyse où il y a essentiellement des patients épileptiques dedans, donc des gens qu'on ne règle pas forcément comme ce que nous on fait. Donc qu'est-ce que vous avez trouvé? Vous avez trouvé des altérations de la voix. Tout simplement, le système, dès qu'il s'allume, le nerf vague, en fait, il y a un petit rameau qui va innerver la corde vocale. Et quand il s'allume, ça va faire comme un trémolo sur une guitare. Ça va modifier un tout petit peu le tonus de la voix à 20 ou 30 Hz. Et donc, ça va faire un changement de timbre de voix qui peut ressembler un peu à une voix un peu plus rauque ou un enrouement. Des fois, ça c'est à peine perceptible. Des fois, c'est net. Ça peut aussi donner des sensations un peu de dyspnée. Ça ne gêne pas la respiration, mais subjectivement, ça peut donner l'impression qu'on respire moins bien ou alors que la gorge serre un petit peu. Et les trois autres choses, c'est qu'il y a des gens qui ont des toux réflexes. Ils vont, à chaque fois que ça s'allume, tousser un petit peu. Ou avoir des petites douleurs locales au niveau du muscle. D'accord ? Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'à l'usage, au long terme, en fait, dans les séries neurologiques, c'est surtout les altérations de la voix qui restent, parce que ça, c'est vrai que ça ne s'améliore pas toujours avec le temps. Et encore une fois, j'insiste, nous en psychiatrie, on ne fait pas comme ça. C'est-à-dire que quand on a ces effets indésirables, ils vont apparaître au bout d'un moment. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on recule d'un cran pour qu'il n'y en ait pas. Et on y retourne un mois plus tard, puis un mois plus tard, parce qu'il y a des effets d'adaptation. Et donc si on attend suffisamment longtemps, si on travaille à l'échelle de 6 mois ou d'1 an, ces effets d'adaptation permettent de monter tranquillement la stimulation du nerf vague jusqu'à obtenir des efficacités. Et dans la plupart des cas, on n'a pas besoin de déclencher ces effets indésirables pour obtenir l'efficacité. Alors, la bonne question à poser maintenant, c'est mais pourquoi ça marche la stimulation du nerf vague? Parce que, pour être franc, moi, avant de m'y intéresser, vous m'auriez demandé de parier sur où est-ce qu'il faut mettre un neurostimulateur quelque part dans le corps pour obtenir un effet antidépresseur, j'aurais pas mis beaucoup sur le nerf vague. Sauf que, vous voyez, c'est souvent comme ça quand on ne connaît pas. En vrai, le nerf vague, étonnamment, contrairement à ce qu'on apprend en premier cycle universitaire, il y a 80% de fibres qui remontent vers le cerveau. C'est pas... souvent, le nerf vague, on y pense comme un truc qui projette du cerveau vers les viscères. En fait, 80%, ça remonte des viscères vers le cerveau. C'est-à-dire que c'est une vraie boucle entre le cerveau et les viscères. Il y a beaucoup plus de fibres qui renvoient de l'information vers le cerveau que l'inverse. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'arrivée du nerf vague dans le cerveau? On trouve en fait un truc qui s'appelle le noyau du faisceau solitaire. Ça ne doit pas vous dire grand-chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce noyau, il est directement connecté à deux autres choses qui sont beaucoup plus importantes pour nous, les psychiatres, qui sont le locus coeruleus et le raphe dorsal, qui sont les sources principales de noradrénaline et de sérotonine pour le cerveau. Et ce qu'on montre dans les modèles animaux, mais aussi maintenant chez l'humain, c'est que
la stimulation par VNS, ça fait augmenter l'activité des neurones sérotoninergiques et noradrénergiques, enfin noradrénergiques, et que dans les modèles animaux, quand on fait une lésion de ces noyaux, on supprime une partie de l'activité antidépressive de la stimulation du nerf vague, de la même manière qu'on supprime une partie de l'activité antidépressive de certains antidépresseurs. Et pour vous montrer vraiment que ça, il y a un truc qui est vraiment important dans tout ça, et ce qui est vraiment un peu la courroie d'embrayage, c'est pas toute l'histoire, mais c'est vraiment la première étape importante de ce que fait la stimulation du nerf vague au cerveau, c'est que ça entraîne, en fait, si vous voulez, le système noradrénergique. C'est-à-dire que ce que vous voyez ici, là, donc ça, c'est chez l'animal, hein, c'est un rat. Et je ne sais pas si vous le savez, mais le locus coeruleus, donc ce gros paquet de neurones noradrénergiques qui est dans le cerveau, il est connecté en fait à l'œil. Et quand il y a des décharges phasiques au niveau de la noradrénaline, eh bien, l'œil va se dilater ou au contraire se contracter en proportion. Et donc, ce qu'ils ont montré dans cette étude, c'est que quand on regarde la taille de la pupille au moment où il y a un pulse, une stimulation qui passe, eh bien, plus l'intensité de cette stimulation est importante, plus la réponse pupillaire est importante. Et ce qui est sympa, c'est que après, dans leur expérience, ils coupent le nerf vague et ils stimulent en dessous. Ils montrent que quand il y a une section du nerf vague, ça, on perd cet effet-là. Donc, il y a bien un effet d'entraînement noradrénergique du nerf vague. Et maintenant, comme on fait des trucs assez chouettes avec les modèles animaux, on peut faire un truc qui s'appelle l'imagerie calcique. Donc ça implique de prendre des animaux, de les modifier génétiquement, de façon à ce que, quand il y a un neurotransmetteur qui est libéré, bien, ça fait une réponse fluorescente, et on peut la mesurer en fait avec des caméras. Et ça permet de savoir spécifiquement le taux de relargage d'un neurotransmetteur dans le cortex. Et ce qu'on voit, c'est ce que vous voyez ici, c'est qu'effectivement, la stimulation du nerf vague, ça entraîne le relargage phasique et de noradrénaline et d'acétylcholine partout dans le cortex. Un autre mécanisme potentiel d'efficacité de la stimulation du nerf vague, c'est moins clair. Je recommence. Une chose que fait la stimulation du nerf vague, c'est que c'est un effet anti-inflammatoire générique. Et ce qui n'est pas clair, c'est savoir si ça participe à son effet antidépresseur. D'accord ? En fait, le nerf vague, ça fait partie d'un truc qu'on appelle le réflexe anti-inflammatoire. C'est-à-dire que les 20% qui descendent vers les viscères, en fait, ils vont aller vers la rate. Et dans la rate, on a une interface neuro-immunitaire où, en fait, ce qui va être relargué, ça va moduler, c'est ce que vous voyez ici, là, des cellules T qui elles-mêmes vont entraîner des macrophages, et ça contrôle le taux de TNF-alpha, qui en fait est d'interleukine 1 et d'interleukine 6. Donc ça, c'est des molécules qui font partie de la réponse inflammatoire générique, c'est-à-dire que quand vous avez une bactérie, avant même d'avoir identifié ce que c'est, vous commencez à avoir de la fièvre, des frissons, avant même que le corps sache ce qui se passe, il commence à s'adapter, et c'est ces trucs-là qui le conduisent, cette réponse inflammatoire. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que quand on fait de la stimulation, on prend des rats, on leur injecte en fait des bouts de bactéries, ça fait une réponse, en fait, à un gros syndrome infectieux, ça. Et ce qu'on montre, c'est que quand on fait de la stimulation du nerf vague, mais qui descend uniquement vers la rate, eh ben, on arrive à supprimer cette réponse inflammatoire. Alors là, j'ai vu que celle-là, je l'avais enlevée pour ne pas faire trop long. Mais des fois aussi, ce que je montre, c'est les résultats d'essais cliniques qui sont pilotes sur la polyarthrite rhumatoïde ou sur la maladie de Crohn, où la stimulation du nerf vague est testée et où effectivement il y a eu une efficacité probable. C'est un peu moins abouti que pour nous en neurologie ou en psychiatrie, mais il y a une efficacité probable sur ces deux maladies inflammatoires. Voilà, donc juste peut-être pour faire une petite synthèse de ce que je vous ai dit, et un peu les choses à ramener à la maison, c'est qu'avec la stimulation du nerf vague, si vous avez des patients donc avec des dépressions résistantes, qu'elles soient unipolaires ou bipolaires, eh bien, vous allez avoir à peu près un répondeur sur 3 à 12 mois et 2 sur 3 qui va maintenir sa réponse à 2 ans. Si vous proposez de la VNS, vous multipliez par 3 la probabilité que le patient réponde, vous multipliez par 5 la probabilité qu'il rentre en rémission. Et vous multipliez par 3,5 la probabilité qu'il ait une réponse stable à 2 ans. Et là, je voulais un peu expliciter parce que je trouve que ces chiffres sont intéressants. Si on regarde le taux de gens qui sont traités par VNS, il y en a 20% qui ont une réponse à 6 mois, 30 à 40% qui ont une réponse à 1 an et 55% qui ont une réponse à 24 mois. Ça veut dire que vraiment, on a affaire à quelque chose qui est assez, vraiment très différent de ce qu'on a l'habitude d'utiliser, avec un vrai bénéfice clinique cumulatif à long terme, avec une cinétique dont on a moins l'habitude en fait en psychiatrie. Ce qui en fait vraiment un traitement intéressant pour la stabilisation en fait, de l'humeur, comme je vous le disais.
Voilà, et avec cette particularité que le profil de réponse et tolérance est quand même vraiment similaire entre les dépressions unipolaires et bipolaires, et que c'est un traitement qui se marie très bien avec la sismothérapie. Voilà. Je vais juste finir avec un petit truc, parce que là, je crois qu'il me reste 5 minutes, et puis on pourra prendre quelques questions après. Je voulais vous parler de l'essai médico-économique dont je vous parlais. Donc actuellement, à Sainte-Anne, vous pouvez envoyer des patients pour être traités par stimulation du nerf vague. D'ailleurs, la CMME a commencé à nous en envoyer. Merci. Et je voulais juste vous expliquer un petit peu en quoi ça consistait, surtout quels étaient les profils de patients. Donc, comme je vous ai expliqué, le but, c'est de la recherche médico-économique. Hein. Le but, c'est de montrer que la stimulation du nerf vague, pour ces populations de patients qui sont très résistants et très instables, permet d'améliorer leur qualité de vie et de diminuer les coûts de prise en charge. Ces patients, ils vont être suivis sur 27 mois. Hein. On a 3 mois de baseline, et après on les suit pendant 2 ans. Et il y a un tirage au sort, parce que bien sûr, il faut toujours un tirage au sort, entre un bras où en fait, ils sont traités médicalement et un bras où ils ont la stimulation du nerf vague tout de suite. Sachant que tous les gens qui participent à l'essai sont garantis d'avoir la stimulation du nerf vague à la fin de l'essai, c'est-à-dire que ceux qui sont dans le bras médical, si c'est encore nécessaire et que le patient est demandeur, aura une stimulation du nerf vague à la fin de l'essai. Et vraiment, je voulais souligner ça parce que, en fait, dans la littérature classique sur la dépression résistante, on se focalise beaucoup sur l'épisode. Hein, l'épisode. Et nous, en fait, on a choisi de se focaliser sur l'instabilité. Donc les critères sont un peu différents d'habitude. Et ça se manifeste par ça. Donc c'est quoi les critères? C'est un diagnostic de troubles dépressifs récurrents, de troubles dépressifs persistants ou de troubles bipolaires, avec au moins 5 ans d'évolution, pour qu'on soit sûr de la maladie. Et soit quelqu'un qui est traité actuellement par sismothérapie, et en fait on a l'allergie à eskétamine et ITBS, et qui remplissaient des critères de dépression résistante avant, soit des gens qui sont dépendants aux ECT. Donc ça, c'est la première population, c'est les dépendants aux ECT. Et la deuxième population, c'est les gens instables, c'est-à-dire des gens qui ont été en dépression, épisode dépressif caractérisé, pendant au moins 50% du temps sur les 2 dernières années. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans le protocole parce qu'on a un épisode qui dure 1 an et il répond à rien, mais on peut aussi rentrer dans le protocole si on a fait 4 épisodes de 3 mois en 2 ans, et à chaque fois on augmente le traitement, ça va mieux, et puis dès qu'il y a le moindre truc, ça rechute. Qui était en fait, moi je trouve, un des scotomes de la littérature. Ce qui veut dire que dans des VNS, vous pouvez faire rentrer des bipolaires, déjà de type 1 et de type 2, on peut faire rentrer des cycles rapides, on peut faire rentrer des gens qui ont des dépressions suite à des épisodes maniaques. Hein, l'idée c'est de cibler l'instabilité de la maladie de l'humeur. On ne dit pas de caractéristiques psychotiques dans les 3 mois qui ont précédé, mais on n'élimine pas les gens qui ont des antécédents de caractéristiques psychotiques. Il faut juste qu'ils n'en aient pas eu dans les 3 mois précédents. Et puis, encore une fois, je vous dis, les ECT en cours, les ECT de maintenance, même si les gens sont euthymiques, hein, c'est un essai médico-économique, le but, c'est pas de prouver que ça marche. Le but, c'est qu'on veut montrer que c'est efficace de traiter les gens comme ça. Donc typiquement, c'est bien si vous avez des gens qui sont bloqués en ECT de maintenance et typiquement qui se plaignent de la tolérance au long terme, ou qui... C'est vrai que la répétition quand même des anesthésies, les troubles cognitifs chez certains qui sont très importants, ça peut être un vrai frein, malgré le fait que les gens sont objectivement euthymiques. Voilà. Et ça, en général, je vous montre pour dire que en fait, c'est un gros essai puisqu'il y a 23 centres en France. Et donc, ça, c'est en train d'ouvrir partout. Et il y a des gens qui sont opérés. Donc là, Tours est assez actif, Bordeaux, Lille aussi. Lyon et Grenoble, ils ne sont pas encore ouverts. Nantes va ouvrir bientôt. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est en train de démarrer un peu partout. En tout cas, si vous avez des patients, voilà, actuellement, vous pouvez avoir accès à ce traitement-là et pour les années à venir par ce biais-là. Et on espère qu'à l'issue du protocole, la HS va revoir un petit peu son opinion sur le remboursement. Je vous rappelle qu'en Allemagne, la procédure est remboursée pour la dépression. D'accord ? Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention.